Bonjour et bienvenue dans ce support de cours qui accompagne le livre Les web services, publié aux éditions Ellipse en 2013. Le livre a été écrit par Jonathan Fontanelle, Reine Libaud et Philippe Lacombe et il est disponible dans la plupart des librairies et des bibliothèques. Bienvenue dans cette présentation qui complète le chapitre 8 du livre, chapitre 8 qui est dédié au développement sur les mobiles Android. Cette présentation est réalisée par Philippe Lacombe et nous vous invitons à nous rejoindre sur le site web du livre, site web qui contient de nombreux exemples et explications complémentaires. Alors, dans un premier temps, il s'agit pour nous de définir une application et de vérifier que celle-ci compile et s'exécute correctement. Pour cela, il suffit d'utiliser le menu File New et de choisir Projet. Il est conseillé de choisir Android Application Project et on peut choisir comme nom, par exemple, convertisseur, dans la mesure où notre exemple va consister à réaliser un convertisseur de monnaie. On peut choisir la version que l'on souhaite du système sur lequel le build va être exécuté. Par exemple, ici, une version Android 2.2 relativement ancienne ou bien une version 4.1 beaucoup plus récente. Les autres options peuvent être laissées par défaut. L'activité principale, Main Activity, est un nom tout à fait acceptable pour nous. Et on peut demander à Eclipse de nous générer le projet qui apparaît ici dans le Package Explorer sur notre gauche. On peut accéder aux différentes propriétés du projet, mais ce qui va nous intéresser, nous, en premier lieu, c'est de lancer un build, une génération du code. En exécutant le projet, on doit voir apparaître l'émulateur Android qui est installé sur le PC, ce qui va nécessiter sur la machine de test ici quelques secondes au système pour configurer et démarrer l'émulateur. Celui-ci est en train d'apparaître. Bien. Et finalement, on aperçoit sur l'émulateur la phrase célèbre Hello World qui correspond au premier programme généré par l'application. Nous allons maintenant construire l'interface graphique. Nous allons essayer de faire une interface un petit peu agréable pour l'utilisateur. Cette interface va comprendre l'équivalent des combo box qui se nomment ici des spinners. Nous allons sélectionner un premier spinner dont nous allons étirer la taille de telle sorte que celui-ci prenne la totalité de la largeur disponible. Deux spinners vont être nécessaires. Le premier pour que l'utilisateur puisse sélectionner la monnaie d'origine et le second pour qu'il puisse sélectionner la monnaie de destination. Au-dessus de chaque spinner, on peut ajouter un champ texte, soit que l'on utilise TextField, ou alors, plus simple, un champ texte, par exemple, un de ceux présents dans FormWidget, ce que nous allons faire ici, puis une deuxième fois au-dessus du spinner numéro 2. Le champ texte numéro 1, qui se trouve ici sur la gauche, va tout simplement afficher pour l'utilisateur monnaie initiale pour que l'utilisateur puisse se repérer sur l'interface que nous sommes en train de construire.
Dans la partie Property, sur la droite, il suffit donc ici de remplacer large text par monnaie initiale. Et de réitérer l'opération pour le deuxième champ de texte. Monnaie destination. Pour terminer l'interface, nous allons ajouter un bouton en dessous du deuxième spinner, combo box. Nous allons ajouter une zone d'affichage de type texte que nous allons prendre dans l'onglet Text Field. Et nous allons, au-dessus de cette zone d'affichage, ajouter un texte explicatif pour que l'utilisateur puisse identifier à quel endroit se trouve la réponse. Commençons par la zone de texte qui, là, s'appelle Large Text et que nous allons modifier de telle sorte que nous fassions apparaître ratio ou bien, par exemple, taux de conversion. De la même manière, en sélectionnant un bouton, on peut modifier le texte. Ici, on peut le remplacer par calcul. Nous avons maintenant une interface graphique qui est une interface minimaliste qui va nous permettre de travailler. Nous allons aller dans le projet, dans le Package Explorer, et nous allons chercher dans ce Package Explorer le fichier XML nommé string XML. Nous allons basculer l'affichage en mode string XML de telle sorte que nous puissions manipuler directement le contenu de ce fichier. Il s'agit maintenant de modifier le fichier string.xml. Le plus simple consiste à recopier les lignes de code qui sont proposées, page 297 du livre. Il s'agit des 4 lignes en bas de la page. Elles permettent de définir monnaie init, monnaie destination, button 1 et ratio. Il faut penser à sauvegarder ce fichier avant de revenir à l'interface graphique que nous sommes en train de créer. Prenons dans un premier temps la zone de texte monnaie initiale. Par un simple clic droit, on peut faire apparaître le menu contextuel et choisir Edit Text. Edit Text doit être relié à monnaie init, qui vient d'être définie dans le fichier string, en le sélectionnant tout simplement dans la liste, comme ceci. Il faut réitérer l'opération pour monnaie finale. Qui va être relié à monnaie dest. Puis nous allons réitérer l'opération pour le bouton, qui sera relié à button 1, comme ceci. Nous terminons par le champ ratio, que nous allons relier à ratio. Nous intéressons maintenant au fichier mainActivity.java. Dans un premier temps, il faut rajouter un certain nombre d'imports dans le fichier mainActivity.java. La liste des imports à rajouter figure ici, en haut du fichier. Il s'agit là du premier élément à rajouter pour réaliser la couche métier. Dans un deuxième temps, il va falloir définir 4 nouvelles variables dans la classe mainActivity, juste au-dessus de la méthode onCreate. Les 4 variables vont se nommer bouton 1, edit 1, spinner 2 et spinner 1 et vont permettre de stocker un pointeur entre guillemets, vers les objets de l'interface. La troisième étape, enfin, va consister à initialiser ces 3 variables. Nous allons commencer par le bouton numéro 1, qui doit être initialisé
en récupérant les informations en provenance de l'interface. Cela se fait en utilisant la méthode findView, à laquelle nous allons donner la référence de l'objet qui se trouve sur l'interface en passant par r.id.button1 comme nous le voyons apparaître ici. Ici, en fait, nous venons de stocker dans la variable locale bouton 1 un pointeur entre guillemets, vers l'objet de l'interface. Il faut réitérer cette opération pour edit1, pour spinner 1 et pour spinner 2, de telle sorte que la classe mainActivity ressemble maintenant à ce qui suit. Nous allons maintenant nous intéresser aux deux spinners dans lesquels nous allons mettre la liste des monnaies disponibles. Cela va se faire en plusieurs étapes. La première étape consiste à éditer le fichier string.xml dans lequel nous allons rajouter une variable de type tableau, variable que nous proposons de nommer liste-monnaie. Cette variable va contenir la liste de toutes les monnaies disponibles et acceptées par le web service. Comme cela est rappelé dans le livre, il suffit de se connecter sur le site web qui décrit le web service pour obtenir la liste exhaustive de toutes les monnaies. Ici, nous avons limité cette liste à 6 monnaies, dont l'euro et le dollar américain, car nous allons utiliser ces deux variables par la suite pour tester le programme réalisé. Il est important, dès que nous avons rajouté cette variable dans le fichier string.xml, de bien penser à sauvegarder le fichier et d'autre part à faire un build project de telle sorte que le projet soit mis à jour. L'étape numéro 2 consiste à éditer la classe mainActivity et à ajouter dans la procédure onCreate 3 lignes de code qui vont permettre de mettre à jour les deux spinners. La mise à jour des deux spinners va se faire en plusieurs étapes. D'abord, nous allons recopier la liste des monnaies dans une variable que nous avons nommée ici adapteur et qui est en fait un tableau. Par la suite, le contenu de ce tableau va nous permettre de renseigner le contenu des deux spinners grâce à la méthode setAdapter. Il reste maintenant à gérer l'événement clic sur le bouton. Pour cela, nous allons rajouter un listener sur le bouton numéro 1. Ce listener va recevoir en paramètre une instance de view.onClickListener, de sorte que le code doit maintenant ressembler à celui-ci. Nous avons ici rajouté le point-virgule qui n'avait pas été ajouté automatiquement par le générateur de code. Et nous avons ici la méthode public void onClick que nous renseignerons par la suite. Nous intéressons maintenant à la couche de communication, à la couche SOAP. Deux grandes possibilités s'ouvrent aux développeurs. La première consiste à reprogrammer complètement cette couche de communication SOAP. La deuxième consiste à utiliser une librairie existante. C'est ce deuxième choix que nous recommandons dans le livre, et parmi toutes les librairies possibles, nous vous recommandons l'utilisation de la librairie KSOAP2, car elle a l'avantage d'être disponible d'une part, et d'autre part, de comporter très peu de bugs. Il faut télécharger cette librairie, qui se présente sous la forme d'un point jar, et la recopier dans le répertoire libs du projet. Ici, le projet s'appelle convertisseur et la librairie KSOAP2 doit être recopiée à cet endroit. Dans un deuxième temps, il va falloir éditer le fichier manifeste, Android manifeste.xml. Celui-ci
est accessible de plusieurs manières, à l'aide d'une interface graphique, ou bien directement, on peut accéder au code XML. Dans le code XML, nous allons ajouter une autorisation d'accès à Internet. Pour cela, manuellement ici, nous allons rajouter une permission. Et cette permission concerne le système Android auquel nous allons attribuer Android.permission.internet. Comme ceci. Cette ligne doit être ajoutée avant le use SDK et après le fichier d'entête manifeste XML et qui se termine dans notre cas par 1.0. Le fichier doit maintenant ressembler à celui-ci. Il faut maintenant éditer le fichier mainActivity.java. Ce fichier va être modifié dans un premier temps en ajoutant un certain nombre d'imports au début du fichier. L'import de Java.io et l'import de KSOP2. Notez bien que si vous obtenez une erreur sur l'import org.ksop2, il vous faudra appuyer sur la touche F5 de telle sorte que l'environnement Eclipse remette à jour la liste des librairies disponibles. Normalement, vous devriez obtenir un code similaire à celui-ci et qui comprend à peu près une dizaine de nouvelles lignes, c'est-à-dire de nouveaux imports. La deuxième étape du travail consiste à modifier le code qui se trouve dans la méthode onClick que nous avons pour l'instant laissée complètement vide. Cette méthode comprendra une section try-catch comme celle-ci. Et va comprendre en premier la définition des variables que nous allons utiliser. Pour des raisons de simplicité, nous allons définir 4 variables. Une première variable de type string, qui contiendra en fait l'adresse du web service. Une deuxième variable metroname, qui contiendra le nom de la méthode à utiliser. Une troisième namespace qui contiendra en fait le nom du serveur, et enfin une troisième qui correspondra à l'URL du fichier WSDL. Le code à ajouter doit se faire entre le try et le catch, bien sûr. Il s'agit, dans un premier temps, de définir un objet du type SOAP_object, et cet objet sera nommé request et doit être initialisé en appelant le constructeur de la classe. Le constructeur de la classe reçoit en paramètre le namespace, c'est-à-dire ici en l'occurrence le nom du serveur, donc ici namespace, et en deuxième paramètre le nom de la méthode, ici conversion rate, nom de la méthode que nous avons stocké dans la variable methodName. Dans un deuxième temps, nous allons maintenant ajouter à cet objet SOAP_object un certain nombre de propriétés. Nous allons, dans un premier temps, appeler la méthode addProperty. Le premier paramètre sera ici FromCurrency. Le deuxième correspondra au nom de la monnaie qui a été sélectionnée dans le spinner numéro 1, mais que nous avons avant transformé en string, en ne conservant bien sûr que les 3 premiers caractères. Ceci se fait ici
par la méthode subsequent03. Dans un deuxième temps, nous allons procéder de la même manière avec toCurrency, donc la monnaie de destination. Monnaie que nous récupérons, bien sûr, dans le spinner numéro 2. Comme cela est expliqué dans le chapitre 1 du livre, dans le protocole de communication SOAP, nous avons à la fois l'entête, nous avons aussi l'enveloppe. Il nous faut ici définir l'enveloppe, qui est une enveloppe de type sérialisation enveloppe, et la variable, nous allons l'appeler ici enveloppe, et bien sûr, il faut l'initialiser en appelant le constructeur qui reçoit en paramètre la version utilisée. Ici, nous allons utiliser une version SOAP enveloppe version 12. Comprendre 1.2. Comme ceci. Le code doit ressembler à celui-ci, avec bien sûr un point-virgule à l'extrémité de la ligne. Le reste va être extrêmement rapide. Il faut bien sûr renseigner la partie .NET que nous allons mettre à true, comme ceci. Ensuite, dans cette enveloppe, nous allons la lier bien entendu à la request, ce qui va se faire de manière extrêmement simple en utilisant la méthode setOutputSOAPObject, le paramètre étant bien entendu la variable request. Ensuite, nous allons utiliser une variable de type HTTP qui va réellement effectuer le transport des informations jusqu'à l'adresse que nous allons donner. Pour cela, nous allons utiliser une variable HTTP transport HTTP transport SE, variable que nous allons appeler Android HTTP transport, que nous allons bien sûr initialiser en appelant le constructeur HTTP transport SE et le paramètre étant l'URL que nous avons précédemment défini. L'étape d'après consiste à appeler cette couche transport. Pour cela, il s'agit de solliciter la variable Android HTTP transport et d'utiliser la méthode call qui va recevoir ici deux paramètres. Le premier, SOAPAction, qui désigne en fait la méthode dont nous souhaitons l'exécution, et la deuxième, dans laquelle nous allons faire figurer l'enveloppe comme ceci. Donc nous avons ici Android HTTP transport .call SOAPAction et enveloppe. Ensuite, il faut nous intéresser à la récupération du résultat. La récupération du résultat se fera en utilisant une variable du type SOAP primitive que nous trouvons ici dans la liste, variable que nous allons nommer result et que nous allons initialiser en appelant enveloppe.getRéponse, en prenant le soin, bien entendu, de caster le résultat en type SOAP primitive, de sorte que le code ressemble maintenant à ceci, getRéponse. N'oublions pas le point-virgule à l'extrémité de la ligne. Et finalement, le résultat sera affiché dans la partie Edit Text, Edit Text 1, ou plutôt, en recommençant l'opération, dans la partie Edit Text,
point setText, texte 1, point setText, comme ceci, à condition, bien sûr, de transformer le résultat, result, point, en string, comme ceci. Le code doit maintenant ressembler à ceci. Après compilation et exécution, vous devriez obtenir un résultat proche de celui-ci, qui vous permet de choisir la monnaie, origine, et la monnaie de destination. Puis, par simple pression sur le bouton calculer, d'obtenir ici le taux de change, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, 1,32 €. Nous venons de réaliser ensemble un programme simple qui fonctionne sur Android et qui permet d'illustrer l'utilisation d'un web service de type SOAP. Cet exemple est relativement technique, mais à la portée d'un développeur ayant quelques connaissances en langage Java. Nous espérons en tout cas que cette vidéo éclaire les exemples du livre et les explications qui sont contenues dans le chapitre du livre, et nous vous invitons à nous rejoindre sur le site web du livre dont l'adresse apparaît en ce moment sur l'écran.